Bonjour, bienvenue donc à la première conférence de l'après-midi qui va traiter de l'esprit critique et du jeu vidéo, dans laquelle on va vous présenter un projet sur lequel on a travaillé toute l'année Covid. Donc moi je me présente, je suis Alexis Deschamps, je suis le cofondateur de Freya Games, aussi co-organisateur de l'événement du REC, avec Willy Lafranc, que je remercie pour son énergie et son manque de sommeil de ces derniers jours afin que ça puisse être faisable. Et aujourd'hui, dans cette rencontre, en fait, nous avons plusieurs personnalités qui vont venir nous accompagner pour discuter de ce sujet. Donc, nous allons avoir Lucia Vidal, je commence par les femmes, Pascal Garot, elles se présenteront plus en détail à ce moment-là, Bruno et Philippe. Et je vais d'ailleurs laisser la parole tout de suite aux représentants du SICOVAL pour nous parler un petit peu de l'initiative. C'est bon ? Si, parfait. Bonjour du coup à toutes et tous. Donc je m'appelle Lucia Vidal, je suis vice-présidente au sein du SICOVAL. Aujourd'hui je représente Jacques Auberti qui est donc président du SICOVAL et qui n'a pas pu venir. Donc je suis contente d'être là. Je suis pas forcément sur les délégations autour du numérique. Je suis plus sur le soutien à l'autonomie. Donc c'est pas la même thématique, mais ça a quand même des liens parce que du coup, justement, c'est un peu cette idée qu'on travaille au SICOVAL sur la transformation numérique et surtout le numérique responsable et la question de l'éthique et tout ça. Il y a aussi justement d'aller d'un public qui peut être très très jeune à un public qui peut être beaucoup plus dépendant, dans le sens beaucoup plus âgé, éloigné du numérique. Et c'est pour ça, je pense que le SICOVAL se lance et justement travaille avec ce type de projets qui sont vraiment sur de l'initiative et surtout l'initiative locale, citoyenne et très innovante. Et je pense que c'est très important aujourd'hui. Et je suis très contente d'être là pour pouvoir voir ce jeu-là. Mais je pense qu'on va pouvoir intervenir autour de ces thématiques-là un peu plus tard. Bonjour à toutes et à tous. Bruno Ollier, je suis directeur général délégué au département, en charge notamment des questions numériques. Donc je vous prie d'excuser et le président Méric et puis Victor Denouvion qui était là ce matin, qui est aussi conseiller départemental, mais qui malheureusement ne pouvait pas rester cet après-midi. Donc juste en quelques mots, vous dire pourquoi le département est là et pourquoi le département est partenaire sur ce jeu et plus largement avec le SICOVAL et Savoir Devenir et Freya Games. Donc comme vous le savez, le département a engagé de nombreuses actions en faveur de tout ce qui relève des valeurs de la République, de la citoyenneté, de la laïcité. Et un des objectifs forts du président est aussi tout ce qui relève de l'émancipation. Que chaque citoyen puisse être le plus émancipé possible, le plus libre possible. Et de fait, dans ce cadre-là, plusieurs actions fortes ont été menées, certaines très novatrices, même au niveau national, puisqu'on a mis en place depuis maintenant près de 5 ans le parcours laïque et citoyen, destiné aux collégiens dans un premier temps et qui a permis de mettre en place de multiples ateliers avec 170 associations partenaires et peut-être certains d'entre vous en font partie ici, qui chaque fois ont sur des supports, que ce soit théâtre, musique éventuellement, poésie, sport ou sur les aspects numériques, ont permis d'accompagner nos collégiens vers toutes ces questions en lien avec la citoyenneté, la laïcité, et c'est aussi beaucoup de sujets ont porté sur les fake news, sur l'esprit critique, sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur l'utilisation d'Internet. Donc tout ça est une action déjà engagée depuis assez longtemps par le département, qui a été complétée depuis maintenant 3 ans par un partenariat très fort avec le SICOVAL, qui est quand même sur le territoire, à la fois au Garonnais, mais aussi au-delà, un territoire en pointe sur toutes ces questions de numérique, d'inclusion numérique et de tout ce qui va avec. Et avec Freya Games, puisque nous avons soutenu le premier jeu Agent 001 et son adaptation surtout pour les collégiens. Et puis nous avons eu une journée du savoir-être numérique il y en a 1 an et demi avec Freya Games, avec Savoir Devenir, qui a permis de déjà poser toutes ces questions sur l'utilisation numérique, les fake news, tout ce qui aussi un peu
on va dire, ce sont les effets pervers de ces nouvelles technologies, mais aussi, bien sûr, comment contrer toutes ces tendances un peu parfois obscurantistes sur le net. Et donc, tout naturellement, aujourd'hui, on est partenaire sur les suites du jeu Agent 001, l'esprit critique, sans doute sur d'autres thématiques demain, et je pense que vous expliciterez. Et donc, voilà pourquoi le département est là et suit de façon attentive tous ces projets. Pascal, je te laisse te présenter rapidement. Oui, donc moi je représente l'association Savoir Devenir. On est une association qui travaillons dans l'éducation aux médias depuis très longtemps. On est une association fondée avec Divina Fraumek, que vous aurez l'occasion d'écouter tout à l'heure sur une autre table ronde. Et on est partenaire de Freya depuis des années sur tous les jeux sérieux qui peuvent participer à l'éducation au numérique et à la citoyenneté numérique au sein des écoles primaires, secondaires, voire auprès des adultes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé depuis le départ avec le SICOVAL puis le conseil départemental pour mettre en place ces jeux qui sont, je tiens à le souligner, c'est formidable, accompagnés d'actions de formation. Donc non seulement on est capable de faire des jeux, mais on est soutenu pour la mise en place de sessions de formation pour les animateurs, les enseignants, mais également les associations qui voudraient s'investir dans des actions en faveur de l'éducation aux médias. La première fois, on a travaillé sur la vie privée. On est maintenant plus sur l'esprit critique et les infox qui sont l'un des grands points de spécialité de l'association actuellement, parce que c'est comme ça. Et puis on espère continuer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un continuum avec ces partenariats qui vont au-delà de la production de ressources, parce qu'une ressource toute seule, on en parlera tout à l'heure, ça vaut ce que ça vaut, et qu'on est capable de travailler en accompagnement avec les gens qui vont mettre en œuvre ces ressources. Et ça, enfin, pour nous, c'est formidable. Sans scinder, je voulais aussi souligner la spécificité de cette action territoriale, c'est de ne pas scinder les actions de façon, enfin, ne pas les mettre dans des silos. On a souvent, nous, des actions qui sont soit pour les enseignants, soit pour les animateurs, soit pour les bibliothécaires, etc., etc. Et cette fois-ci, ce qui est formidable, c'est que c'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont médiateurs éducatifs au sens large peuvent bénéficier de ces actions. Donc, on a une communication qui est, bon, pour nous, vraiment, vraiment enrichissante, quoi. Voilà. Merci Pascal. Et pour clôturer, je te laisse te présenter Philippe. Merci, bonjour. Donc Philippe Hubert. Je suis enseignant et formateur en éducation à l'esprit critique. C'est à titre personnel que j'ai contribué à l'élaboration de certaines questions qui font partie du jeu. Mais je ne vais pas développer plus, puisque maintenant je pense qu'il va falloir effectivement exposer. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes pour les présentations. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va faire du fond. Et je vais commencer par expliquer la raison pour laquelle Freya s'est engagée dans ce genre de développement, puisqu'à l'origine, je suis de métier game designer, je suis enseignant game designer et aujourd'hui directeur d'une école qui forme des industriels de demain du jeu vidéo. Et dans ma carrière passée, j'ai travaillé dans le jeu traditionnel et je me suis interrogé sur la faisabilité de transférer des compétences de l'industrie du jeu vidéo vers d'autres supports, dont la pédagogie, l'enseignement et la dimension ludique. Alors, je vais faire juste un petit historique sur le jeu pour bien présenter la suite. Dans le jeu vidéo, il y a déjà tous les éléments en fait, qui existent. J'ai pris un exemple ce matin durant une conférence au Hackathon avec les Pokémon. Pokémon est un jeu qui a été développé par un game designer passionné d'insectes et qui a décidé de faire de la collectionnite des insectes. Et avec mon associé Willy, une fois on a plaisanté en disant mais pourquoi des enfants savent retenir 150 noms de Pokémon complètement abscons et n'arrivent pas à retenir 10 ou 20 noms de dinosaures qui finalement ne sont pas si éloignés que ça. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est le décorum, c'est la manière dont c'est amené. Peut-être qu'il n'y a pas encore eu un jeu qui vraiment mettait en scène les dinosaures, pour reprendre cet exemple-là, dans un contexte, dans une narration qui allait intéresser les enfants. Peut-être aussi que le contenu n'est pas adapté pour les enfants. Donc, on s'est dit, ça peut être intéressant d'essayer de glisser et d'amener un peu toute cette ingénierie-là, entre guillemets, hein, parce qu'on ne sommes pas des ingénieurs, mais tout ce savoir-faire, cet artisanat, vers l'enseignement, vers la pédagogie, comme un outil. Et là, je vais détailler un peu plus. Donc, le premier sujet qu'on a traité, comme l'a dit tout à l'heure Bruno, qui était
on va dire, l'éducation sur Internet, on a bien pris l'angle de se dire on ne va pas traiter Internet comme un danger, mais on va le traiter Internet comme un sujet. Conduire une voiture, ce n'est pas dangereux. Conduire une voiture, c'est dangereux. Ça dépend de comment on conduit la voiture. Donc, on a fait un constat que beaucoup quand on parle aux enfants et qu'on leur demande « Tiens, vous avez eu du contenu sur Internet ?» Oui, on a eu des fascicules, on a vu des émissions, on a écouté des gens. « Internet, c'est dangereux, il y a plein de pédophiles, il y a plein de gens mal intentionnés. » Oui, mais aussi Internet, c'est une manne incroyable de connaissances, de sujets qu'on peut développer, on peut en débattre, de partage. Et le jeu en fait partie. Donc aujourd'hui, quand on a décidé de faire ce jeu, on a dit le jeu Serious Game, le constat qu'on fait de l'industrie, c'est que le Serious Game est disponible uniquement et principalement depuis, on va dire, début des années 2000, avec l'avènement d'Internet, sur le web, en dématérialisé. La problématique d'avoir autant de jeux, c'est que c'est noyé dans la masse, tout comme ceux qui sont ici sont peut-être des gamers qui jouent sur Steam, et vous ne suivez pas les milliers de jeux qui sortent par jour sur Steam, mais bien les grands titres. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à remettre du sens dans ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un jeu ou est-ce qu'on essaye d'apprendre des choses au travers d'un jeu? Et on a pris la deuxième partie et on a décidé, et pareil, c'est un risque, de dire le jeu n'existe que s'il est dans un contexte physique, avec des gens autour de ce jeu, avec un accompagnement. Là, du coup, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Pascal, où effectivement, quand on présente le jeu aux élus ou quand on va présenter le jeu aux enseignants, etc., on amène des formations avec, pour expliquer comment on va utiliser le jeu. Alors c'est assez étrange, mais une espèce de notice qui n'est pas encore rédigée, mais qui le sera très bientôt. Dans nos formations, on va dire à l'enseignant, voilà, quand vous faites jouer les enfants, vous faites jouer deux équipes, on va le voir après, pour l'instant, on laisse comme ça, je vais garder le voile jusqu'à la révélation. On va faire jouer deux groupes d'enfants. Alors ça peut être un enfant contre un enfant, mais le plus gros groupe qu'on a eu, c'était 14 enfants, donc 7 contre 7 sur le même jeu, avec un seul contrôleur et un médiateur. Et le rôle du médiateur est de passer, en fait, la parole et de faire, le mot était lâché, de l'infox, de l'intox, de savoir est-ce que tu as raison, mais pourquoi tu as raison? Est-ce que tu es sûr d'avoir raison? Donc ça, c'était sur Agent Data. Et bien sûr, sur Permis de penser, on retrouve les mêmes comportements. Donc le médiateur fait partie du jeu. Il est un acteur du jeu, sauf qu'il est dans la vraie vie, avec les enfants. Alors pourquoi je dis les enfants et pas les adultes? Parce que pour l'instant, les sujets traités par le jeu-là ne s'adressent qu'au cycle 2, cycle 3. Free.ia, évidemment, ne fait pas que des jeux pour ce public-là. On fait des jeux pour les adultes. On traite la crypto-monnaie, on traite le journalisme, entre autres. On a traité le hacking aussi par le passé. Mais comme celui qui nous intéresse est celui-ci, on va parler un petit peu des enfants. Donc là, on va rentrer dans le jeu. Donc vous voyez, là, on a plusieurs protagonistes. On a le petit garçon, on a une petite fille, et on a voulu représenter un peu tout le monde, garçon, fille, un peu toutes les ethnies. On veut rester totalement neutre, on veut inclure tout le monde. Et puis, un personnage complètement farfelu qui est à côté, qui est le chat, qui est en fait le mentor dans le jeu, celui qui donne les questions. Donc là, on va pouvoir lancer le jeu. Et donc là, pour la petite histoire, en fait, cette production est une série épisodique. Et ça, c'est le deuxième épisode. Le premier se passait au sein d'un univers futuriste. Là, on arrive maintenant en Grèce et on va traiter l'esprit critique. Alors, Socrate, évidemment, les sophistes. Ça nous a un peu inspiré. Donc, nos héros arrivent dans cet endroit et on va traiter de ces problématiques-là. Je vais vous expliquer derrière le décor. Voilà. Donc, en fait, comment se passe le jeu? Quel est le game design de ce jeu? Le jeu est une conquête de territoire, un peu comme un Splatoon en tour par tour, pour ceux qui connaissent. L'objectif est de prendre le plus de cases possible sur le plateau pour dominer l'autre joueur. Donc, il y a déjà une première notion de confrontation. Et ça, c'est un comportement qu'on a voulu favoriser parce qu'il amène des dynamiques intéressantes, comme le groupe qui ne joue pas va essayer. Alors ça, c'est true story. Hein, on l'a vu en playtest, on ne s'y attendait pas, c'était émergent. Les enfants qui ne jouaient pas donnaient des mauvaises réponses aux enfants qui jouaient. Et on est allé voir les enfants qui ne jouaient pas en leur demandant « Mais pourquoi tu dis ça? Toi, qu'est-ce que tu aurais dit ?» Et ils nous donnaient la bonne réponse. Ça veut dire que quelque part, quand les enfants n'étaient pas en action dans le jeu, ils avaient quand même la bonne réponse et ils essayaient de tordre le bras aux règles pour influencer leurs camarades. Et ça donnait des situations complètement folles où les enfants se criaient dessus, interagissaient, et ça créait une vraie dynamique au sein du groupe qui a favorisé en fait le fun dans le jeu.
Et quand on constitue des équipes, dans les équipes, il y a la coopération, puisque les enfants vont s'interroger entre eux pour savoir est-ce que tu es sûr, moi je n'aurais pas dit ça, mais si, regarde, il faut faire ça. Et plus ils sont jeunes, et plus ils sont joueurs, et plus ils ont envie d'avoir raison et de vaincre les autres. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. Pour ceux qui ont un esprit un peu plus affûté sur le game design, on va très vite voir qu'il y a une limite dans la stratégie. C'est-à-dire que la volonté du jeu n'était pas de faire un jeu complexe, on voulait faire un jeu accessible pour les enfants, surtout qu'il est conçu pour une expérience courte, 20 minutes maximum. Pourquoi ? Parce qu'une séance, c'est environ 1 heure, que le temps d'attention des enfants, il n'est pas non plus illimité, et qu'il faut qu'il y ait un espace de débat derrière le jeu. Donc c'est hyper important que le jeu ne prenne pas tout l'espace-temps au sein de la séance, puisqu'on a bien compris qu'il se joue dans une structure. Donc, on a privilégié la tactique. Je prends des cases, j'essaie de bloquer mon adversaire, et ensuite, je vais remporter des points, et à la fin, on montre la domination du territoire. Donc là, en bas, vous avez les points de vie, donc vous avez 3 points de vie classiques. Quand je rentre dans le jeu, donc en l'occurrence, ça sera Sam, le petit garçon, dès qu'on active le personnage, on va arriver sur le plateau, et sur le plateau, on va avoir des thématiques. Donc là, je vais... Maryse, mon assistante. Qui s'appelle Willy dans la vraie vie. Donc là, on zoome sur le plateau. Pourquoi ? Parce que c'est l'espace de jeu. C'est un espace discret, c'est-à-dire que ce sont les cases et pas le placement dans l'espace qui est important. Et on a des couleurs. Les couleurs sont des thématiques. Donc là, si on se balade un petit peu sur le plateau, questions sur le monde, questions sur les séances, questions sur la vie quotidienne. Lance, tiens, la vie quotidienne. Ça sera parfait pour moi. Alors, les thématiques et les questions, vous allez voir qu'il y a deux parties en fait, dans le jeu. Quand les joueurs jouent à Agent Data, quand on les observe dans les playtests, ils jouent vraiment au jeu. Et le but n'est pas de répondre aux questions. Le but est de conquérir le territoire. Et ça, c'est flagrant. Donc, c'était l'effet escompté, et on est très content, on a réussi. Par contre, quand ils quittent le jeu, le médiateur qui est là est aussi là pour favoriser ce type de comportement, ils s'interrogent sur ce qu'ils ont vu, et on se rend compte, et là Pascal, quand elle prendra la parole tout à l'heure, parlera peut-être de la rétribution qu'on a eue 1 an après sur les playtests qu'on a fait, où les enfants avaient retenu beaucoup d'informations après les premières parties. C'est-à-dire qu'ils ont joué, on les a réinterrogés sur des questions à peu près similaires quelques temps après, et il s'avère qu'ils avaient retenu pas mal de concepts. Pas tous, mais au moins en tout cas pas mal. Donc là, quand on arrive dans cette partie-là, on a un système de cartes en bas et une question. Alors, les cartes sont toujours les mêmes, quelles que soient les questions. Donc, là, on en a 4 actuellement dans le jeu, plus pour la présentation, on a mis 4 questions, plus une question agent, vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Et en bas, nous avons des cartes sont toujours les mêmes. Donc on a j'ai de bonnes raisons d'y croire, je n'ai pas de bonnes raisons d'y croire. J'ai détecté un piège, ou j'ai vu un piège, pardon, et je ne sais pas. Alors, la rédaction des questions est assez complexe, et là, je laisserai discuter un peu plus Pascal sur ces sujets-là. Et la rédaction des réponses, les mots utilisés dans les cartes est tout aussi complexe. Et je prends un exemple, le « j'ai vu un piège », il y a de ça 3 semaines, c'était ni vrai ni faux. Sauf que quand on mettait un ni vrai ni faux face à une certaine question, ça ne marchait pas, dans le cadre de l'esprit critique. Donc, quand on regarde le jeu comme ça, on voit quelque chose qui est assez basique. On se dit, bon, ok, il y a des cartes et des questions, tout fonctionne. Sauf que derrière, le système est un peu plus profond que ça, puisqu'on a un système de pondération des réponses. Je vais illustrer. Dans Agent Data, où on parlait d'Internet, chaque carte, c'était vrai ou faux. Vous aviez 4 réponses. Vous pouviez avoir une réponse vraie et 3 réponses fausses, 2 vraies et 2 fausses, et vous avez compris le principe. Sauf que là, on parle de l'esprit critique et on ne peut pas avoir des choses aussi tranchées, parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent se discuter, en tout cas. Et la formulation des réponses ne se prête pas à des choses aussi manichéennes, noir ou blanc. Donc, on a mis un système où il va y avoir des nuances. Donc, plusieurs réponses peuvent être plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. Voilà. La carte « Je ne sais pas », qui est tout à la fin, est un peu particulière. Et ça, c'est quelque chose qui était assez important pour nous, que les enfants puissent dire « Je ne sais pas ». La maladie de notre temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne sait dire « je ne sais pas ». Tout le monde a un avis sur la question, et puis tant pis si je n'ai pas étudié le sujet dans long, en large et en travers, j'ai quand même un avis sur la question. Et nous, dans ce jeu, on essaie d'expliquer que le « je ne sais pas », c'est vertueux. On peut dire « je ne sais pas » et prendre le temps qu'il faut pour que l'enfant se documente et revienne après peut-être plus armé pour répondre à cette interrogation-là.
Donc, vous avez compris que le jeu n'est pas forcément là pour... les questions ne sont qu'une illustration, en fait, pour favoriser des comportements et des habitudes. On n'est pas là, c'est pas comment dire, le trivial poursuite. C'est pas, je vous donne des réponses, des questions de culture générale, et vous les avez apprises par cœur, c'est super, on peut les ressortir. C'est plutôt, non, quelle que soit la question ou le contexte, il y a peut-être un comportement à adopter, et quand on parle d'esprit critique, ben, ce comportement est important. Peut-être que Pascal, tu veux nous parler un petit peu plus de la rédaction des questions ? Enfin, c'est surtout les cartes qui sont importantes. Vous l'avez compris, c'est pas un trivial poursuite. Le contenu des questions n'a aucune importance, hein, mais vraiment aucune. Voilà, on vous a mis, c'est une surprise pour moi, je la découvre avec vous, l'une des questions qu'on avait testées. En France, il est interdit d'appeler son cochon Napoléon. Honnêtement, quand la France entière sera éduquée sur ce point, on va pas beaucoup avancer. Vous avez bien compris que l'idée n'est pas de leur donner cette conséquence. Bon, on l'avait écrite celle-ci parce qu'on a fait une expérimentation auprès d'énormément de classes, je ne sais plus combien, mais 400 enfants en Corse. On était à Ajaccio, c'était les 200 ans, donc on a un peu rigolé, on aura fait Napoléon parce que la plage, voilà, le sable. voilà, ça marchait très bien. Bon, ça c'est une question qui ne va pas rester dans le jeu évidemment. Donc la question, aucune importance. Sinon, l'importance de la question, c'est qu'elle plaise aux enfants. Donc Napoléon, Ajaccio, la question plaisait. Donc quand on fait des tests, on teste l'intérêt des enfants pour les questions, parce que si les questions les ennuient, on les perd, quoi. Donc là, le seul intérêt, c'est que ça les amuse, que ça les concerne. Napoléon, ça les concernait. Très bien. L'intérêt, c'est vraiment les cartes. Donc les cartes, c'est « j'ai de bonnes raisons d'y croire ». Alors vous êtes tous très esprits critiques et zététiques. Ce qu'on a voulu faire avec celle-ci, c'est renforcer la confiance des enfants. Ce qu'on a essayé d'éviter, excusez-moi, c'est d'avoir des enfants qui doutent tout le temps. Donc dans les questions, on va avoir énormément de questions qui sont juste évidentes, vraies et bien documentées. Voilà, avec une bonne source, une bonne réponse, parce que, alors moi, travaillant beaucoup en EMI, voyant beaucoup d'enfants et d'adultes, il nous semble qu'il est important en ce moment de rassurer un petit peu les gens et d'éviter d'alimenter une paranoïa. Donc on va avoir beaucoup de cartes qui vont rassurer les enfants, dire il y a plein de choses qu'on peut croire, on ne va pas douter de tout, on ne nous ment pas sur tout, il n'y a pas des pièges partout. Le rôle de l'animateur, de l'éducateur, enfin de la personne qui sera là, étant de leur dire tu as de bonnes raisons d'y croire, pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on voit en pratique ? On voit remonter des sites ou des raisonnements scientifiques de valeur. Quand ce sont des sites, notamment en termes de ressources d'information, ça nous permet au sein d'un groupe, d'une classe, de se créer une cytothèque. Donc ce qu'on espère faire aussi avec ce jeu-là, c'est identifier des sources d'informations fiables sur lesquelles les jeunes puissent se reposer dans un instant de panique. Donc la première carte, elle a vraiment pour vocation de rétablir un peu de confiance dans le monde qui nous entoure. Alors la source, elle est en ligne ou elle n'est pas en ligne. Ça peut être un enseignant, ça peut être une vraie figure d'autorité et non pas qui sortent du nuage. Voilà, ce genre de choses. Donc on va essayer d'identifier des sources sûres, sereines, de sorte à ce que les jeunes sortent avec des endroits où se reposer au cas où. Et si on a déjà fait ça, on est très content. La deuxième carte, j'ai de bonnes raisons de douter, est là pour voir dans quelle situation je me mets en situation de doute par rapport à une information. Comment on repère, ça a été dit ce matin en conférence, mais comment je repère une situation, une information où il faut vraiment que j'aille vérifier. Ces fameuses petites lumières rouges qui s'allument, on va travailler là-dessus. Et on ne va pas en avoir trop dans le jeu, mais assez pour faire un petit peu le tour des situations où là, jeunes gens, vérifiez tout le monde un petit peu. Voilà. Typiquement, tout le monde en parle, tout le monde a dit ça, le copain de ma copine, etc. etc. Donc on va travailler sur toutes ces, soit sur des biais, soit sur des situations répétitives qu'on connaît bien. Philippe nous en dira peut-être un peu plus. Et puis, on a la fameuse question... j'ai vu le piège. Bon, le piège, on va travailler sur tout ce qui est biais cognitif, ce que vous connaissez très bien dans cette assemblée. Biais cognitif, formulation de questions problématiques, voire fallacieuses, etc., etc. Appel à l'émotion complètement irraisonnée, ce sur quoi beaucoup d'entre vous travaillent ici. Quatrième carte, la carte « Je ne sais pas », dont Alexis a bien précisé la valeur, à savoir valoriser des comportements qui soient des comportements de retrait. On parlait ce matin également de la nécessité de prendre du retrait par rapport ne serait-ce qu'au temps de l'actualité. J'ai vu ça à la télé ce matin, je ne sais pas, j'attends d'en savoir plus, voir comment ça se développe, voir d'autres sites, voir d'autres lieux. Et puis bien souvent, dans l'actualité, je n'ai pas le temps ni les connaissances pour juger. Donc on va valoriser ce comportement, notamment parce qu'Alexis l'a bien dit, on est dans un groupe.
Et dans les groupes, il y a une espèce de stimulation pour en savoir plus que le copain. Donc ça nous permet également de réguler au sein du groupe les comportements en disant attends, ta petite camarade, ton petit camarade, il sait pas, c'est pas un crétin, c'est pas un ignare, il a peut-être la sagesse de se dire je m'informe un peu, c'est un peu tôt et j'irai voir plus tard. Donc c'est très important aussi au sein de la dynamique de groupe. Voilà ce que j'avais à dire sur les questions. Merci beaucoup. Tu veux ajouter quelque chose, Philippe ou... Ah si, la bonne réponse, il faut que tu joues. Philippe va donner la bonne réponse. Ton cochon s'appelle Till Napoléon. Alors, je ne sais pas. Parce que l'intérêt de dire je ne sais pas, c'est que ça rejoint l'esprit critique, hein, en ce sens, bon, pour utiliser l'expression savante, ça correspond à ce qu'on appelle l'humilité épistémique. Il s'agit d'un regard sur soi-même, d'un retour sur soi-même, et c'est ça qui est valorisé, c'est pas la composante de l'esprit critique portée sur le monde externe, mais sur soi-même. Donc en disant je ne sais pas, voilà. Alors mieux vaut savoir correctement que ne pas savoir, mais mieux vaut ne pas savoir que... Enfin bon, bref, vous m'avez suivi, je crois. J'espère. Quoi qu'il en soit, il faut que ce soit valorisé, ce genre de choses, justement. Hein. Voilà, c'est tout. Du coup, je reviens sur la partie plus technique du jeu vidéo. Peut-être qu'il y en a ici qui font des jeux, qui développent des jeux ou qui s'intéressent au sujet, ou en tout cas qui jouent. Un jeu est un jeu parce qu'il a des règles, tout d'abord. Donc on vient de vous exposer, mais aussi parce que vous êtes récompensé pour les actions que vous faites. On a volontairement fait le choix de toujours être positif. C'est-à-dire que soit vous gagnez une récompense, soit vous n'avez rien de plus. Mais on ne vous retire rien, à part le fait d'avoir au compteur perdu un tour. Voilà. Donc on a toujours essayé de tourner, c'était dès le départ un point assez important. On a gardé les codes du jeu, donc les cœurs qu'on trouve dans tous les jeux, hein, comme Mario, Zelda, etc. Donc là, on a fait que des lauriers. Mais c'est simplement pour dire, ah, ben là, tu t'es trompé. Là, Willy, tu vas faire la bonne réponse, s'il te plaît. Donc j'ai de bonnes raisons d'y croire. Effectivement, nous n'avons pas le droit d'appeler notre cochon Napoléon. Alors, on n'a pas le droit d'appeler aucun de nos hommes politiques Napoléon. Pardon, ouais. Ça, cochon, c'est impossible. Et là, du coup, on arrive dans la partie récompense. Je tiens d'ailleurs à faire une parenthèse. Évidemment, en termes de rythme de jeu, ça va beaucoup plus vite que ça. Parce que là, on a pris le temps d'expliquer. Mais si on mettait là des enfants et qu'on les mettait en condition avec un médiateur qui a un peu la niaque, ça peut être très rapide. 1 minute 30, 2 minutes. Parfois plus si on a envie de les titiller. Mais très vite, non, il faut que tu appuies, il faut que tu y ailles. Ou ils appuient eux-mêmes sur les boutons. Enfin, c'est assez... Si je peux me permettre, Alexis, on a également des animateurs qui, eux, vont ralentir le jeu. C'est très, très variable. Par exemple, on voit des cas où on a l'une des participants qui vont vous citer un site conspirationniste comme référence ultime en information. Quand des choses comme ça arrivent, on peut avoir un animateur qui va tout arrêter et va dire on va tous aller ensemble voir le site. Comment est-il? Pourquoi? Comment? Où sont les sources? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Donc il y a des fois également une séance de jeu de 45 minutes va se résumer à une question. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il est important de la traiter. Donc ça, on explique bien ça aux médiateurs éducatifs. Et si une urgence de ce type-là devait surgir, alors le jeu va s'arrêter. On va passer très très longtemps à regarder un site ou à gérer une situation un peu plus complexe. Donc c'est vrai que la dynamique du jeu, elle est rapide si on la suit, mais là, il y a possibilité pour l'animateur de tout arrêter et de prendre le temps du je ne sais pas, le temps de la mise en retrait, le temps du débat et le temps de se dire, écoutez, on continuera la partie la semaine prochaine ou continuer à la maison. Ça, c'est important de comprendre que le jeu peut s'arrêter. Alors, le jeu a été fait pour le compte en partie du ministère de la Culture, évidemment, pour qu'il soit distribué massivement et gratuitement à l'ensemble des écoles, ou en tout cas de tous ceux qui veulent le tester. Bon courage dans certaines situations à ceux qui vont prendre le rôle du médiateur, parce qu'on a eu des situations avec Pascal où parfois on ne savait pas quoi répondre, tellement la réponse, le comportement en face était en décalage avec ce qu'on essayait de transmettre. N'est-ce pas, Pascal? Surtout encore, c'était assez amusant. Donc ensuite, donc là, dès que la personne répond correctement, le groupe répond correctement, on a accès à des bonus. Alors les bonus, ça amène à la dynamique de partie, c'est-à-dire que là, je viens de gagner une bombe, on peut passer, et on va revenir sur le plateau de jeu. La bombe sera pour le tour suivant, le petit garçon pourra l'utiliser pour détruire des cases. Alors vous avez des bombes, vous avez la possibilité de vous téléporter
téléporter permet d'enfermer en fait le joueur d'en face. Vous avez la possibilité de mettre un bouclier qui, pendant 3 tours, vous protège des mauvaises réponses, entre autres. Et donc, du coup, on reprend tous ces codes-là qu'on retrouve dans le jeu vidéo au profit d'un jeu ludopédagogique. J'ai dit dynamique, j'ai utilisé le mot mécanique. Je ne sais pas si tout le monde est sensible ou connaît la différence entre tout ça. Simplement, il faut imaginer le jeu, et là je rentre dans la partie Freya, partie production, et puis ça permettra d'utiliser le même vocabulaire. La mécanique, c'est une action opératoire. Je fais quelque chose, et en réaction, il va se passer ça. Je veux sauter, j'appuie sur A, mon bonhomme saute. À l'issue de ça, vous pouvez avoir différents types d'actions. Il va sauter, double sauter, sauter sur des murs, ce qu'on appelle des résultantes. La dynamique, c'est ce qu'il se passe quand j'enchaîne ces actions opératoires dans le jeu. Et dans ce jeu-là, parce que ça fait quand même un moment maintenant qu'on l'expérimente, on essaie de favoriser une dynamique qui est une dynamique sociale, parce qu'on peut avoir des tas de sortes de dynamiques, en tout cas celle-là est vraiment sociale. Et c'est là où je m'adresse à ceux qui utiliseront le jeu, je l'espère, dans le cadre de l'esprit critique ou dans le cadre d'éducation aux médias, avec Agendata 001. Il faut arriver à mettre le groupe face au jeu. Alors ça, c'est facile, parce que comme le jeu, ils le prennent comme étant un jeu, il n'y a pas besoin de les motiver à. Ils sont déjà motivés de base. Ce qui est compliqué, c'est de les maintenir motivés. C'est-à-dire que si je vous donne un exemple, on a eu des enfants où il y en avait un qui commençait à perdre dans un groupe, et donc le groupe l'a mis volontairement de côté, parce que les réponses qu'il donnait étaient toujours fausses. Et donc du coup, il s'est retrouvé de côté. Ça a mis une sacrée mauvaise ambiance au sein du groupe. Ça a contaminé le groupe d'en face, et là, il y a eu un refus d'obstacle de l'ensemble du groupe. Et là, c'était fichu, on n'a pas pu avancer, donc on a arrêté la partie pour passer à la deuxième, qui était la discussion. Mais à ce moment-là, le jeu n'avait plus de sens, parce qu'on n'a pas réussi à favoriser un mouvement positif au sein des enfants. Donc, c'est pas simple, c'est pour ça qu'il y a des formations qui sont là-dessus, pour justement prévenir des différentes expériences que nous, on a pu avoir sur le terrain. Effectivement, 400 enfants, c'est le concept de jeu, ça fait 3 ans maintenant qu'on l'expérimente sur 2 régions. Donc on commence à avoir un petit peu de matériel pour pouvoir avancer. Et aussi se prémunir, soit en tant que médiateur, des réactions des enfants qu'on peut avoir en face. Pour la petite histoire, Pascal, ici, a dû faire des signalements auprès des maîtresses sur 2 comportements qui nous a un petit peu choqués, sur des questions qui étaient somme toute basiques, mais en fait les réponses des enfants étaient très particulières. Donc voilà, donc ça permet aussi de révéler ce genre de comportement. Donc après, voilà, on arrête là, parce que de toute façon, ça va s'enchaîner sur les parties. Le joueur 1 joue, le joueur 2 joue, et puis quand on a soit plus de vie, soit enfermé le joueur, soit pris toutes les cases du plateau, la partie s'arrête, on comptabilise les points, et là, soit on part sur la partie numéro 2, discussion, soit on part sur on éteint le jeu et on passe à autre chose. Pour clôturer cette partie-là, et puis j'espère que vous avez des questions, le jeu est conçu comme un outil pédagogique. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Ce n'est pas un jeu qui a vocation à aller sur Steam ou sur Epic Games pour y jouer tout seul. Si vous faites ça avec ce jeu, il y a 100% de chances que vous ne vous amusez, enfin, qui est zéro fun. D'accord ? C'est comme si vous disiez, je vais faire un Monopoly tout seul. Aucun intérêt. Vous allez gagner contre vous-même. Donc, et puis vous n'allez pas avoir de débat, enfin, en tout cas, ce n'est pas intéressant. Par contre, si on met le jeu dans le contexte de se dire on va l'utiliser pour créer une expérience commune, pour qu'on puisse en discuter ensemble, et le point de départ des discussions seront les questions, mais après on va parler de ce qui touche les enfants dans leur quotidien, là oui c'est gagné, parce que ce qu'on veut nous, Freya Games, sur des projets, c'est que les enfants expriment leur propre expérience personnelle, qui est très compliquée à attraper quand vous discutez avec eux comme ça, simplement, librement, dans une classe sans support. Alexis, est-ce qu'on peut juste avoir 2 minutes ? Oui. J'aimerais bien que Philippe nous commente cette question-là, parce qu'on a plusieurs types de questions, certaines étant très basées sur les sources d'information, les pratiques informationnelles, d'autres plus sur les biais cognitifs. Et donc, celle-ci a été créée par Philippe. J'aimerais bien qu'il nous enfin peu importe le droit d'auteur, mais simplement la démarche qui est derrière, je pense que ce serait intéressant que tu nous dises quelques mots. Comme vous l'avez compris, j'espère, certaines questions sont plutôt axées recherche type EMI. D'autres ont un aspect rhétorique. C'est-à-dire qu'on doit exercer son esprit critique sur la proposition elle-même. Alors, la proposition, par exemple, la vie a été créée par Dieu.
ne peut pas être soumise à esprit critique. Ce qu'on va en penser quand on la voit, c'est soit je suis d'accord, soit je ne suis pas d'accord, parce que je le sais ou parce qu'on me l'a dit. Pour qu'on puisse exercer son esprit critique dessus, il faut qu'il y ait la justification qui l'accompagne. Et donc ce genre de question contient la justification. Donc on a une forme de contexte ou de micro-argumentation qui est fournie avec la question, et c'est sur la qualité de cette micro-argumentation que vient s'exercer l'esprit critique. Étant donné que dans ce genre de situation-là, on est avant intervention du médiateur, l'enfant n'a pas accès à Internet pour vérifier la réponse à la question. Et donc, il fait ce qu'on fait quand on nous dit ça, par exemple, dans la rue, on fait appel à une heuristique, c'est-à-dire à un raisonnement rapide et approximatif, mais relativement efficace la plupart du temps, parce qu'on n'a pas les moyens de connaître par nous-mêmes, de savoir par nous-mêmes. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une heuristique d'appel à l'autorité. Cette heuristique fonctionne très bien quand l'autorité est pertinente. Des fois, elle ne fonctionne pas. Donc, ce qui est testé ici en matière d'esprit critique, c'est est-ce qu'il y a un bon usage de l'heuristique ? Voilà. Donc ici, on voit clairement qu'il y a un appel à l'autorité. Ayant calculé que l'apparition de la vie sur Terre par effet du hasard était très improbable, des mathématiciens ont conclu. Voilà. Donc on fait appel à l'autorité de mathématiciens pour discuter sur l'apparition de la vie. Donc du coup, c'est assez poussé, finalement, comme ça peut être assez poussé comme question. Ça revient à se poser la question, est-ce que j'ai raison si je fais confiance à des mathématiciens qui me disent que la vie a été créée par Dieu ? Voilà. Est-ce que ce sont les personnes les plus pertinentes pour me parler de biologie, finalement, et de paléontologie ? Voilà. Donc il s'agit ici de distinguer entre... sachant qu'il s'agit toujours d'heuristique, c'est-à-dire de raisonnement rapide, approximatif, incomplet, mais parfois de repérer ceux qui seront bons, ceux qui seront mauvais. Quand l'heuristique sera utilisé à mauvais escient, on parlera justement de biais cognitifs. Donc ici, il s'agit d'un biais cognitif, on est trompé par un procédé rhétorique qui s'appelle l'appel à l'autorité. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas. Oui. Attendez, je vais vous amener le micro. Licence libre. Oui. Concernant le choix des mots, dans la question que l'on a vue à l'instant, il a été choisi de nommer des mathématiciens. Est-ce que c'est une recherche de neutralité qui a éliminé quelques mathématiciens ? C'est factuel. Ce sont des mathématiciens américains ont fait ça. Alors, vous voyez qu'on est quand même sur un format qui est très contraint, qui doit se limiter en nombre de mots, en complexité des phrases aussi. Déjà, celle-là est un petit peu complexe. Donc, voilà, on ne peut pas explicitement, on pourrait citer les mathématiciens qui ont fait ça, effectivement. Je ne sais plus comment s'appelle cette fondation créationniste aux États-Unis. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, il y a effectivement des mathématiciens se sont amusés à la louche à faire ce genre de calcul. Oui. Je vais courir comme ça. S'il y en a qui veulent poser des questions, je donnerai le micro. Est-ce que quelqu'un a peut-être une autre question ? Je donne là parce que c'est plus près, puis après je vais courir là-bas. Elle sera très rapide. Est-ce que vous pensez développer une version pour adultes ? C'est une excellente question. Je peux peut-être y répondre à celle-là parce qu'on a fait jouer des adultes, des hommes politiques, des gens qui, sur Agent Data, alors pas sur celui-ci, mais sur Agent Data, et ils ont joué contre les enfants des Gueux-Vives. C'était Mounir Majoubi et François Hollande. Et Éric Léandri aussi, je crois. Et ils se sont fait piéger
Alors, avec les adultes, ce sera effectivement un autre gameplay parce qu'on l'a fait, on s'est amusé, c'est avec des hommes politiques assez connus, mais certains n'avaient pas vraiment l'humilité nécessaire pour accepter de perdre. Voilà, c'est un peu la problématique avec certains adultes. Donc ça nous demandera de gérer ça. Mais sinon, sur le fond, oui. Alors j'interviens parce que nous, on travaille beaucoup sur la formation adulte, notamment dans le cadre de projets européens. Et on a une vraie volonté de développer plus d'outils sur la formation tout au long de la vie. Donc cet outil-là ou un autre, ça fait partie des grosses tendances actuellement. Et on travaille dessus, on n'a pas encore de budget pour faire ça. Mais il faudra le retester et faire très attention effectivement à la posture de l'adulte qui est moins joueuse et peut-être moins drôle. Donc il va falloir trouver d'autres gameplays. Oui. Moi j'ai une question par rapport à vos expériences avec les élèves que vous avez vus en Corse. Est-ce que vous avez un retour un an après sur les pratiques pédagogiques? Est-ce que ces enfants ont évolué différemment dans leurs apprentissages? Est-ce que les enseignants qui ont utilisé ce jeu ont eux aussi évolué? Voilà, quel est l'impact sur ces populations? Alors, mesure d'impact, je vais vous décevoir, je vais vous répondre que non, nous n'avons pas, parce que le jeu est lancé aujourd'hui, donc imaginez bien qu'on n'a pas de retour d'impact. Les expérimentations qu'on a faites étaient sur le game design, donc est-ce que le jeu fonctionne? Est-ce que les questions intéressent? On a tout changé avec les gamins. C'était plus des expérimentations qui nous ont permis de rectifier le tir, de faire la co-construction, etc. De nous rendre compte qu'il était absolument indispensable d'avoir un éditeur de contenu, si bien qu'on va livrer le jeu avec un éditeur de contenu permettant à chaque classe de créer sa propre version, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc on a testé le gameplay, la compréhension des questions, les termes de vocabulaire qu'il fallait absolument remettre. Donc on a un dispositif dans le jeu qui permet d'expliquer le vocabulaire, une espèce de glossaire actif, et puis les réactions au sein du groupe, donc certaines questions provoquant des réactions beaucoup trop exacerbées pour qu'on les soumette dans un jeu collectif comme ça. Mais non, on n'a pas de retour d'impact parce qu'on n'a pas encore lancé le jeu, donc c'est pas possible. Il faudrait qu'on fasse ça 2 ans après un lancement, sur des cohortes. Or, pour l'instant, ça n'a pas été lancé dans la vraie vie, uniquement en expérimentation. Bonjour. Voilà. Une fois que ce sera lancé dans la vraie vie, comment solliciter, par exemple, la directrice ou l'école pour qu'ils puissent mettre en place comment leur faire vous contacter? Est-ce que c'est nous qui devons faire le relais? Comment est-ce que ça se passe une fois que ce sera lancé? Sachant qu'on est dans la région Occitanie, mais pas dans la région toulousaine, par exemple. Oui, effectivement, c'est une question. C'est pour ça que le département, je parlais tout à l'heure du parcours de l'équipe citoyen et de toutes les actions menées auprès des collégiens. Et d'ailleurs, ce parcours de l'équipe citoyen va être déployé aussi auprès des CM2 à partir des semaines qui viennent. Donc, je pense qu'on aura des actions, en tout cas localement, et les collectivités ont sans doute un rôle à jouer dans ce cadre-là pour accompagner la diffusion de ce jeu auprès des enseignants. Et pour ça, il faut aussi les former. Je pense qu'on va avoir des journées prévues dans les semaines qui viennent pour former enseignants ou en tout cas toute personne intéressée pour pouvoir jouer ce rôle de médiateur par la suite. Parce qu'on l'a bien vu, il faut vraiment des personnes investies et de médiation, je pense, pour que ce jeu porte pleinement ses fruits. Donc le département s'y emploiera localement, mais je pense que à d'autres niveaux, c'est aussi peut-être les communes, les intercommunalités, et puis quelque chose peut être diffusé au sein de la sphère éducative. Oui, du coup, je rejoins ce que tu dis, évidemment. C'est pour ça aussi d'avoir des partenaires comme le département ou le SICOVAL, c'est justement important. C'est au-delà de vraiment l'innovation sociale en elle-même qui est très intéressante. Et là, on le voit, c'est un jeu qui est très, très intéressant. Et qui a une dimension pédagogique et d'éducation très importante. Il y a aussi justement tout le travail qui peut être fait en lien avec le territoire. Donc les acteurs qui sont sur le territoire, c'est des acteurs éducatifs. Par exemple, les communes, elles ont les ALAE, le temps périscolaire. Donc il y a plein de choses à faire. Le parcours laïque et citoyen, c'est un super outil qu'a mis le département en place. Et il y a tous ces aspects-là. Et bien évidemment, je pense que les relais aussi des communes sont importants pour justement un peu booster cette demande auprès des écoles qui souvent dépendent aussi de l'éducation nationale. Mais là, c'est un projet qui est quand même grand, donc je pense que vite va y avoir des relais identifiables assez facilement.
Bonjour, j'allais poser à peu près la même question. Mon conjoint est professeur des écoles et je voulais savoir, ici si jamais, et je voulais savoir comment c'était possible pour lui de soit vous contacter, soit avoir accès peut-être à une formation ou autre. Comment concrètement ça se passait, si on passe par le site internet ou autre? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Oui, alors, proviseur, c'est un lycée, je pense, mais vous pouvez tout d'ailleurs contacter il y a le département, en tout cas, sur la partie que l'on peut gérer. Il y a sur le site internet une adresse de messagerie. Vous posez la question et après on vous répondra, vous orienterez vers les bonnes personnes. Je vais compléter sur la réponse qu'elle a sur la partie technique. Le jeu a été un défi pour nous au développement parce que on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait. Le support c'est HTML5 parce qu'il est interdit sur les machines d'éducation nationale d'installer des fichiers exécutables. Donc on a dû prendre cette contrainte-là, et donc le jeu sera forcément accessible depuis Internet ou sur un support physique, parce que c'est aussi possible. La borne qui est dans l'accueil, qui était laissée un peu toute seule dans son coin, en fait c'est ça le support physique, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour que les enfants puissent se mettre autour, et certaines expérimentations qu'on a faites étaient sur cet outil-là, parce qu'il a un effet attractif de départ qui ajoute en fait à l'effet ludique de l'objet. Mais effectivement, dès qu'il y aura la mise en ligne officielle, puisque pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait lancé. Après, ça sera distribué, accessible à tout le monde, en licence libre et gratuitement. On peut prendre une dernière question, éventuellement. Oui, c'est là-bas. Oui, bonjour. Dans le fond, je me demandais si vous aviez des projets pour exporter le logiciel hors France, éventuellement. Alors, je veux bien, j'ai pas... C'est un Québécois qui parle. On n'a pas bien compris la question. Oui, est-ce qu'on on a pensé à l'exportation, c'est ça? C'est ça. La réponse, elle va être très courte, pas du tout. Par contre, d'un point de vue dans le jeu technique, on a... C'est un jeu gratuit sous licence commune, donc je ne comprends pas la question. Et Alexis, je me permets, quand tu parles dans ce micro-là, on n'entend strictement rien sur la réponse. Oui. Donc je te donne un micro, que tu peux répondre. Excusez-moi, c'est la technique, mais on n'entend rien. Comme ça, c'est mieux. Alors, je disais absolument pas parce qu'en fait, le jeu, pour l'instant, il est distribué en métropole et dans les territoires français. Après, il est accessible depuis Internet. Cela étant dit, pour l'instant, il n'avait pas été traduit dans toutes les langues. Et si on veut le distribuer, en fait, il faut qu'on fasse une traduction. Elle est déjà prévue, c'est-à-dire que techniquement, on a déjà fait le nécessaire pour que ça puisse être traduit. Mais pour le moment, on va d'abord bien l'ancrer, on va le lancer et bien l'ancrer sur nos territoires métropolitains et d'outre-mer. Et ensuite, peut-être, j'espère avoir des gens qui peuvent être intéressés à l'exportation. Et dans ce cas-là, on fera tout ce qu'il faut, parce qu'il n'y a pas que le jeu à traduire, il y a aussi, on parlait tout à l'heure des notices, les documentations, les formations, former des gens qui sur place pourront former les médiateurs. Au-delà de ça, il y a une localisation des questions. Quand on est sur la vie privée, si on est sur du RGPD partout, on s'en sort. Quand on est sur des questions si sensibles que celles-ci, elles sont forcément localisées dans le territoire et dans le pays. C'est-à-dire que même exporter, entre guillemets, certains de ces jeux en francophonie dans des pays qui n'ont pas du tout la même culture et le même vécu, ça n'a pas fonctionné. Donc dans le cas de l'esprit critique, vu la teneur des questions, il va falloir non pas traduire, c'est pas du tout le même travail, il faut une adaptation locale à la culture et à l'actualité locale. Donc il faut qu'on trouve des correspondants en EMI dans les différents pays. Je suis en train de travailler sur un projet en francophonie, on est obligé de faire ça quand on prend un outil et qu'on l'utilise ensuite, par exemple au Cameroun, on travaille avec une association d'éducation média au Cameroun qui change tous les exemples, qui relie et qui reteste. Donc la traduction sur des sujets comme ça, c'est pas trop le propos, c'est un propos d'adaptation à la culture locale sur des sujets sensibles. Donc ce serait formidable de le faire, mais il faudra le faire avec des correspondants culturels locaux qui connaissent leur culture, qui connaissent les limites, les besoins, etc. Donc c'est un travail un peu plus lourd que sur d'autres jeux qui sont des jeux moins culturels. Et c'était la question qui clôturait notre présentation. Merci d'avoir assisté à la présentation. Et on vous souhaite un bon rec. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.